Ça fonctionne. Ok, parfait. Affichage, mode lecture. Ok, super. Donc aujourd'hui, on va parler. Tout le monde voit l'écran, tout le monde entend bien, c'est tout bon. Ouais, ça a l'air bon. Super, parfait. Donc aujourd'hui, on va parler des intoxications à la fumée. Donc c'est sûr que c'est une intoxication qui est vraiment peu fréquente. C'est vraiment dans des contextes d'incendie. C'est pas ce qu'on va être amené à voir tous les jours, mais c'est quand même quelque chose qu'il est très important de savoir parce qu'on en a en urgence et il faut savoir un petit peu comment ça fonctionne pour bien les prendre en charge et pas être un petit peu perdu face à ces urgences peu fréquentes. Donc, pour rappel, la fumée, c'est vraiment un mélange très complexe de vapeur, de gaz, de particules, d'air chaud, de liquide, d'aérosol, ce qui en fait vraiment un composé avec énormément de sources de composés toxiques. C'est pas juste un composé qui a une toxicité, c'est vraiment quelque chose de pluricomposé, on va dire. Ça peut également très, très rapidement provoquer le décès des patients. On a plus de 80 des décès d'incendie qui sont vraiment secondaires à l'inhalation de fumée et non pas, par exemple, aux brûlures. C'est vraiment l'inhalation de fumée qui est la première cause de décès dans les incendies et la dose inhalée est donc toxique, elle est très difficilement prédictible. C'est ça aussi qui rend un petit peu sa prise en charge difficile parce que la toxicité de la fumée va vraiment dépendre de sa composition, de la quantité d'oxygène dans l'incendie, de la température, de la durée d'exposition, de la taille du patient. Donc, ça en fait quelque chose d'extrêmement complexe. Autant sur beaucoup de conférences, on peut essayer d'aller assez vite sur la physiopathe, autant pour la fumée, on va devoir passer un tout petit peu plus de temps pour comprendre un peu la complexité de cette intoxication. Les éléments importants dans la toxicité et dans les animaux victimes d'incendie, ça va être notamment de un les lésions thermiques, de 2 la suie qui, on va le voir, va être aussi responsable de lésions et tous les produits toxiques au sens large qu'on va retrouver dans la fumée. Que ce soit des asphyxiants simples, des irritants ou des asphyxiants chimiques, on va voir tout ça en détail ensemble. Si on regarde un petit peu en premier lieu au niveau des lésions thermiques, ça va être notamment responsable de lésions directes au niveau surtout des voies respiratoires supérieures, donc tout ce qui va être proximal au larynx. Ça peut vraiment donc, provoquer des ulcérations des muqueuses, donc tout ce qui va être bouche, œil, et ça peut vraiment provoquer une inflammation extrêmement sévère et une obstruction des voies respiratoires supérieures. La vapeur et la suie, elles, peuvent vraiment causer des atteintes plus distales. Ce qui se passe également quand on a un incendie, avec le chaud, la combustion va progressivement, consommer l'oxygène de notre environnement, et notre fraction en oxygène est d'environ enfin, comment dire? Si notre fraction en oxygène dans l'air respiré passe donc de 21 qui est, l'air normal à 10-12, on va commencer à observer une dyspnée. Si par contre on diminue encore notre FiO2 et que dans notre air respiré, ça passe aux alentours de 8-10, ça va provoquer chez notre patient une perte de conscience et une mort en 8 minutes en règle générale. Donc vraiment, l'environnement appauvri en oxygène, c'est extrêmement nocif pour nos patients. Oui, je suis en train de parler. Je sais pas si je pense que tu es peut-être la seule à ne pas m'entendre ou s'il y a peut-être d'autres personnes qui m'entendent pas. Ouais, on entend. Enfin, moi, j'entends bien en tout cas. Essaye peut-être de mettre le son à fond sur ton. Ok. En tout cas. Ok, mais je pense Barbara. Ah bah oui, mais Barbara, tu m'entends pas. Ça sert à rien que je te dise d'augmenter le son. Attends, ok, parfait. Ah, hop, on continue. Donc ça, c'était pour les lésions thermiques. Si on parle de la suie, donc la suie, c'est un composé carboné, c'est pas toxique en soi. Par contre, la suie, elle a vraiment la propriété de pouvoir se lier à toutes les autres substances toxiques et de servir de vecteur. C'est-à-dire que la suie va pouvoir vraiment s'infiltrer dans les voies respiratoires supérieures, mais en fonction de la taille des particules de suie, également dans les voies respiratoires inférieures, ce qui va permettre une pénétration beaucoup plus profonde dans l'appareil respiratoire de nos substances toxiques. Donc la suie, sa principale action toxique, c'est de servir de vecteur à tous ces composés toxiques qu'on va retrouver dans la fumée. Juste pour savoir, les grandes particules irritantes vont être à élimination rapide et vont plutôt toucher nos voies respiratoires supérieures. Et les toutes petites particules très peu solubles qui vont s'infiltrer vraiment au fond de nos voies respiratoires vont avoir une élimination beaucoup, beaucoup plus lente et être responsables donc, de lésions des voies respiratoires inférieures.
Donc ça, c'était globalement pour les lésions thermiques et la suite, c'est assez rapide. On va passer un tout petit peu plus de temps sur nos produits toxiques. Donc dans nos produits toxiques que l'on peut retrouver dans la fumée, on a dit qu'on pouvait avoir des asphyxiants simples, des irritants ou des asphyxiants chimiques. Globalement, les asphyxiants simples, c'est le dioxyde de carbone, le méthane et ce qu'on a dit, l'appauvrissement de notre environnement en oxygène dans un cas d'incendie. Ce que ça va provoquer, on l'a déjà dit, c'est que ça va appauvrir l'oxygène dans notre air respiré. Donc, on va avoir moins d'oxygène disponible pour le patient et donc une hypoxie par manque d'oxygène. Globalement, c'est le rôle des asphyxiants simples. Dans irritants, les irritants, eux, vont avoir pour rôle de produire vraiment des effets locaux au niveau de nos tissus et de notre système respiratoire. On peut avoir plusieurs irritants. On va avoir des irritants qui vont être très, très solubles avec l'eau, qui vont plutôt se concentrer au niveau de nos voies respiratoires supérieures. Les irritants qui ont une solubilité moyenne vont affecter à la fois nos voies respiratoires supérieures et nos voies respiratoires inférieures. Et nos irritants qui vont avoir une faible solubilité avec l'eau vont plutôt aller atteindre nos voies respiratoires inférieures. Juste pour vous donner quelques exemples d'irritants et vous rendre compte à quel point les lésions peuvent être très, très, très sévères dans des cas d'incendie. Si on parle de l'acroline, c'est quelque chose qu'on trouve généralement dans les gras, qui est assez fréquent dans les incendies. Ça, elle va pénétrer dans les membranes cellulaires et entraîner la mort cellulaire par dénaturation des protéines. Le dioxyde de soufre, on le retrouve dans plus de 50% des fumées d'incendie. Lui, il est extrêmement toxique au niveau de nos muqueuses respiratoires, notamment par un effet d'irritation. L'ammoniac, on le retrouve dans des fumées de combustion de bois, de nylon, de résine de soie, donc dans énormément de composés. Lui, il va vraiment provoquer une inflammation très, très sévère du nasopharynx, du larynx et de la trachée. Et le polychlorure de vinyle, alors ça, on en trouve absolument partout, revêtement de sol, meubles, isolation électrique, vêtements. En tout cas, ça va avoir comme incidence de pouvoir produire à la fois du chlore et du phosgène qui vont vraiment être responsables de lésions très sévères au niveau de nos voies respiratoires. C'est juste quelques exemples pour bien se rendre compte que, bah oui, notre fumée, c'est quelque chose de complexe, mais avec des éléments qu'on retrouve très facilement dans une habitation, par exemple, et qui vont avoir des effets vraiment très, très variés au niveau de nos voies respiratoires supérieures ou inférieures. Juste pour rappel, hein, on l'a déjà dit, mais on retient bien que tout ce qui va être hydrosoluble va vraiment avoir une atteinte, comment dire, une action au niveau de nos voies respiratoires supérieures. Globalement, ça cause surtout une grosse inflammation et donc à terme une obstruction importante de nos voies respiratoires supérieures. Et tout ce qui va être molécules peu solubles vont plutôt avoir une atteinte au niveau de nos voies respiratoires inférieures, donc notre parenchyme pulmonaire, avec des effets toxiques pour le coup qui là peuvent être différés dans les 24 à 48 heures post-incendie. D'une manière générale, ce qu'on va retenir sur les irritants, on n'a pas besoin de savoir chaque classe d'irritants, dans quel composé on les retrouve et l'effet qu'ils ont. C'était pour vous donner des petits exemples. Mais d'une manière générale, retenez que les irritants sont responsables d'une réaction inflammatoire sévère qui peuvent participer à la libération de radicaux libres et notamment de monoxyde d'azote et qui vont provoquer un œdème très sévère, de l'exudation, de la nécrose tissulaire, de la bronchoconstriction et une perte de surfactants. Donc, on a une obstruction possible de nos voies respiratoires supérieures, un œdème pulmonaire retardé, mais également des pneumonies secondaires possibles. Donc, nos irritants sont vraiment très, très importants dans la pathogénie et les lésions des victimes d'incendie. Et enfin, les asphyxiants chimiques, globalement, c'est ceux qu'on aime le moins, c'est le monoxyde de carbone, le cyanure, l'azote l'azote, pardon, et le sulfure d'hydrogène. Le monoxyde de carbone, il est formé par combustion incomplète de tout composé organique et on va dire que c'est presque le composé le plus grave lors d'intoxication à la fumée, où il y en a tous nos irritants qui peuvent vraiment avoir des effets très importants au niveau de nos voies respiratoires supérieures, mais le monoxyde de carbone est quand même très, très, très toxique. Il a une toxicité qui est extrêmement rapide via les alvéoles pulmonaires et on se souvient que le monoxyde de carbone va se lier à l'hémoglobine, ce qui va former de la carboxyhémoglobine. À savoir que le monoxyde de carbone, il a une affinité 250 fois supérieure à celle de l'oxygène pour notre hémoglobine et qu'en même temps, il se fixe à 2 de 4 m. Donc, on réduit de 50% de notre transport d'oxygène par nos hémoglobines, ce qui va avoir comme effet de déplacer notre aire de dissociation de l'hémoglobine vers la gauche. Mais au niveau de notre patient, ce qui va être le plus important, c'est que ça va causer une hypoxie tissulaire très, très, très importante. On parle d'anémie fonctionnelle. Et ça, c'est vraiment la principale cause toxique dans les victimes d'incendie, c'est le monoxyde de carbone. Hop. Le monoxyde de carbone, il a également d'autres mécanismes de toxicité cellulaire autres que l'hypoxie dont on vient de parler, c'est-à-dire qu'il peut provoquer un défaut de contractilité, notamment de nos cellules cardiaques et nos cellules musculaires. Il provoque des dommages oxydatifs au niveau de nos lipides membranaires, un stress oxydatif au niveau de nos mitochondries et une inflammation retardée.
On n'oublie pas le cyanure qui est également très, très fréquent lors d'inhalation de fumée, notamment dans tout ce qui va être, combustion et pyrolyse de tout ce qui va être nitrocellulose, nylon, laine, soie, de nombreux plastiques. Donc encore une fois, des choses qu'on retrouve en quantité assez importante, dans des domiciles. Lui, il va avoir une action qui va être beaucoup plus systémique, très, très rapide. Il a plutôt un tropisme, pour des enfin, en tout cas, il va être plutôt responsable de signes, neurologiques au niveau de notre système nerveux central et notamment par arrêt de notre métabolisme aérobie qui se fait par l'inhibition pardon, de notre, cytochrome oxydase, mitochondriale. Les oxydes d'azote, on peut en parler, c'est généralement pas ceux qui nous inquiètent le plus, mais ils peuvent en effet provoquer une irritation pulmonaire retardée marquée et un œdème pulmonaire assez important. À savoir que tous nos asphyxiants chimiques peuvent également conduire à la formation de méthémoglobine, ce qui va encore plus, aggraver notre hypoxie du patient. Donc, globalement, ce qu'on va observer chez notre patient, qui va être victime d'incendie, c'est que toutes les, molécules qu'on a vues, vont être responsables d'hypoxie, soit par obstruction des voies respiratoires, soit à cause d'un mauvais transport de l'oxygène, soit à cause d'une dépression respiratoire centrale, donc si on pense au cyanure, soit à cause d'une altération de notre fonction alvéolaire, soit à cause d'une diminution de notre FiO2 parce qu'on va avoir un environnement qui va être appauvri en oxygène. Tout ça, c'est à cause de l'hypoxie. Donc un patient victime d'incendie, il est hypoxique. Il faut prendre en compte, il faut considérer qu'il soit hypoxique et donc ça va vraiment guider notre prise en charge future. Les signes cliniques des patients qui ont inhalé de la fumée peuvent vraiment varier en fonction de l'intensité de la chaleur produite, de la durée d'exposition, de la composition de la fumée qui est généralement non connue, de la taille de notre patient. Donc, c'est extrêmement variable parce qu'on peut avoir des animaux comment dire, qui ont été trouvés dans un incendie, mais qui vont avoir aucun signe clinique parce qu'ils sont restés, par exemple, des petits chats qui vont rester vraiment très proches du sol. Et on sait que la chaleur et la fumée montent, hein, et progressivement, elle redescend. Mais voilà, si le petit chat est resté très proche du sol et qu'il a trouvé une sortie assez rapidement, il va avoir quasiment aucun signe clinique versus un autre animal, un autre chat qui va être resté dans un incendie beaucoup plus longtemps, qui peut être retrouvé mort ou vous êtes ramené dans un état très critique. Au niveau de la présentation clinique, ce qui va être important, c'est vraiment de faire un tour, de notre patient du bout du nez au bout de la queue. Effectivement, on va se concentrer sur son appareil respiratoire, mais ne pas oublier le reste, notamment au niveau de la face. Comme on l'a dit, il peut vraiment y avoir des lésions thermiques importantes au niveau des yeux, avec des ulcérations notamment. Au niveau du nez, de la bouche, vous pouvez également avoir de l'ulcération. Vous pouvez avoir une obstruction des narines par de la suie, donc faites bien attention à bien, nettoyer le nez de vos petits patients. Vous pouvez avoir de l'érythème, de l'œdème, des lésions hémorragiques. Et au niveau des muqueuses, vous allez souvent avoir des muqueuses hyperémiées si notre patient a respiré beaucoup de monoxyde de carbone ou s'il y a nausée en cas de méthémoglobinémie. Au niveau des signes respiratoires, donc vous pouvez avoir une atteinte, comme on l'a dit, des voies respiratoires supérieures ou inférieures. Au niveau des voies respiratoires supérieures, vous allez surtout observer du ptyalisme, de la toux, un stridor. Vous allez pouvoir mettre en évidence un exudat ou un œdème laryngé très important qui peut conduire à une obstruction des voies respiratoires supérieures, des sécrétions avec de la suie notamment. Sur la photo de droite, là, c'est une trachée avec vraiment de la nécrose intratrachéale secondaire enfin, c'est une victime d'incendie. Donc, on peut voir, hein, les lésions que ça peut faire au niveau de nos voies respiratoires, supérieures, plus ou moins inférieures. C'est vraiment de l'inflammation extrêmement sévère, de l'exudation, de la nécrose J'en ai tissulaire. eu un, hein. Je l'ai sauvé, moi. C'est vraiment sévère. Vous pouvez également, en fonction de la stabilité de votre patient, faire un examen rapproché au laryngoscope, ce qui va encore une fois vous mettre en évidence tout ce qui est érythème, ulcération, desquamation, œdème, hémorragie, laryngospasme, toutes ces choses dont on a déjà parlé. Les signes un peu plus d'atteinte des voies respiratoires inférieures, c'est tout ce qui va être tachypnée, surtout une dyspnée expiratoire. Et à votre auscultation, vous pouvez mettre en évidence des crépitements et des sifflements. À bien se rappeler, c'est que les lésions des voies respiratoires, elles peuvent vraiment se développer dans les 24 à 48 heures post-exposition. Vous pouvez avoir à l'admission un animal avec une respiration complètement normale, l'absence de lésion, on va dire, OK, celui-là, il a eu full chance, aucune lésion, tout va bien, il rentre à la maison. Non, faites vraiment, vraiment attention parce qu'il y a toujours, toujours un risque d'obstruction retardée des voies respiratoires secondaire à un œdème des voies respiratoires supérieures, au moins dans les 24 à 48 premières heures post-incendie. Donc vraiment faites attention parce que l'absence de lésion immédiatement après inhalation ne doit pas suffire à réduire votre niveau de suspicion clinique et ne doit pas suffire à vous dire OK, c'est bon, lui, il est sorti d'affaire. Restez vraiment, vraiment prudent à cause justement de ces réactions retardées.
Vous pouvez également avoir un patient qui va présenter des signes neurologiques qui est souvent secondaire, à la fois au monoxyde de carbone, au cyanure aussi comme on l'a vu et à l'hypoxie, avec notamment une altération de son état mental, de l'agitation, de la confusion, voire de l'ataxie, de la perte de conscience transitoire, des crises convulsives et sachez qu'il existe un syndrome neuropsychiatrique retardé qui est vraiment très, très bien décrit en médecine humaine et qui se caractérise par l'apparition de troubles neurocognitifs plusieurs jours après l'intoxication. Donc, par exemple, de 3 à 240 jours post-intoxication, on peut avoir apparition de troubles neurocognitifs. En médecine humaine, ça va surtout être des troubles de la personnalité, de la psychose, de la démence ou de la perte d'audition. C'est également décrit en médecine vétérinaire avec apparition d'une manière retardée par rapport au moment de l'incendie de troubles neurologiques, notamment de l'ataxie, du poussé au mur, de l'amorose ou de l'agressivité. Donc ça, c'est des choses vraiment qui peuvent apparaître plusieurs jours, semaines après votre incendie. Donc, toujours bien le garder en tête. Généralement, on observe une résolution des symptômes dans les 6 mois post-incendie sans séquelles. Mais voilà, c'est toujours important de bien le retenir. Au niveau de vos signes cardiovasculaires, vous pouvez avoir bon, secondaire à l'état de choc et à l'hypoxie, vous pouvez avoir, de la tachycardie, des arythmies, de l'hypotension ou, le décès de votre patient. Dans les autres signes, au niveau de la température, les 2 sont décrits à la fois de l'hypo et de l'hyperthermie. Vous pouvez avoir de l'hypothermie en fonction de certains, toxiques, en fonction de certains composés présents dans la fumée. On parle de la fièvre au zinc notamment, puis des signes un petit peu plus, généraux, digestifs, vomissements, nausées, qui accompagnent un petit peu tout le tableau clinique. Bien également faire attention à tout ce qui va être les brûlures corporelles concomitantes. Bon, je vous ai mis en photo, donc c'est, Popcorn, c'est, un petit chat qui nous avait été présenté. Lui, il a alors c'est différent parce qu'il a été, c'était une, brûlure, plus criminelle, donc c'était pas un incendie, c'est on avait volontairement mis, le feu au chat. Il nous a été présenté, il n'avait absolument aucune lésion. Là, pour le coup, ça s'est développé, plusieurs jours après. On pourra faire une autre conférence sur les brûlures parce qu'il y a énormément de choses à dire. Mais faites bien attention quand vous recevez un petit patient victime d'incendie à regarder, à rechercher la présence d'éventuelles brûlures partout sur l'organisme. Ça indique généralement une exposition beaucoup plus importante à un incendie potentiellement beaucoup plus chaud. Hem, Généralement, quand vous avez une atteinte respiratoire sévère associée à la présence de brûlures cutanées importantes, le pronostic est beaucoup, beaucoup plus sombre. Et donc bien garder en tête que les brûlures peuvent vraiment aussi se développer plusieurs heures à jour post-exposition. Donc soyez toujours vigilants à ça. Là, par exemple, Popcorn, on est à, 5 jours post-trauma, sur la photo que je vous ai montrée. Au niveau des examens complémentaires qui vont pouvoir vous être utiles sur vos victimes d'incendie, à domicile, on va être beaucoup plus limité, je vous le cache pas. C'est surtout des choses qu'on va pouvoir faire en clinique. Alors, on va être tenté, hein, de vouloir mesurer notre SPO2 à l'aide d'un oxymètre de pouls. Faites juste vraiment très attention. L'oxymètre de pouls ne va pas différencier au niveau de son fonctionnement si vous avez de la carboxyhémoglobine, de la méthémoglobine ou de l'hémoglobine normale. Donc, vous allez pouvoir avoir des valeurs qui vont être faussement élevées dans des cas d'intoxication au monoxyde de carbone. Donc, faites vraiment très, très attention à ça. Vous pouvez, il y a certains appareils de gaz du sang, le nôtre ne le fait pas, je crois, mais il en existe certains, je ne sais pas si vous en êtes équipé dans le sud, mais qui peuvent mesurer la carboxyhémoglobinémie de votre patient. Généralement, on part du principe qu'à partir de alors jusqu'à 10 c'est complètement normal. Puis généralement, par exemple, des animaux qui vivent dans un environnement très fumeur peuvent avoir une carboxyhémoglobinémie, entre 5 et 10. Puis généralement, les troubles respiratoires, apparaissent à peu près au-delà de 30, les troubles neurologiques 40 à 60 et au-dessus de 60 de carboxyhémoglobinémie, votre patient généralement décède. Faites juste attention parce que généralement et parfois, il n'y a pas toujours, de comment dire? De lien ou je sais pas comment dire. La carboxyhémoglobinémie ne reflète pas toujours la clinique de votre patient, donc soyez quand même un petit peu vigilants. C'est intéressant de la mesurer, c'est important d'en faire une cinétique si vous avez accès, à ce type de valeur, mais c'est pas toujours bien corrélé à la clinique de votre patient. Donc, soyez juste, gardez-vous une petite prudence par rapport à ça. Au niveau des autres examens complémentaires qui peuvent vous être utiles, c'est des radiographies, donc toujours pas de radiographie sur animal instable. Généralement, à l'admission, vous allez avoir très peu de lésions. Ici, l'image en haut à droite, vous avez un chien victime d'incendie avec des radios à l'admission. On voit que finalement, il n'y a pas trop, trop de lésions. Par contre, si on regarde 48 heures plus tard, donc au niveau du cercle bleu, vous voyez, hein, il y a un rétrécissement très important du diamètre de sa trachée. Et on commence au niveau du cercle rose à avoir un petit patron broncho-interstitiel pseudo-alvéolaire qui peut être signe d'un œdème ou d'une pneumonie secondaire. Donc l'intérêt, je vous dirais, des radios, c'est surtout, un suivi dans le temps. À l'admission, oui,
Vous pouvez les faire si votre animal est stable. Bien souvent, elles vont être très peu significatives, mais par contre, dans les 24, 48, 72 premières heures, ça va être très important de les faire pour suivre l'évolution de vos lésions et vous allez pouvoir, objectiver toutes ces belles choses. Ce qui va être par contre plus intéressant à l'admission éventuellement, vous pouvez faire, une échographie thoracique, c'est beaucoup moins traumatique. Vous pouvez parfois, hein, voir déjà de nombreuses B-lines, et de l'irrégularité de plèvre, dès l'admission. Ici, on voit un petit film avec un petit chien, c'est un petit malinois victime d'incendie, qui avait de nombreuses, lignes B, déjà à l'admission quand il a été vu aux urgences. Les autres examens complémentaires que vous pouvez faire, on n'oublie pas notre petit test à la fluorescéine. On protège vraiment les yeux, c'est hyper important. C'est souvent oublié, je suis désolée, j'ai l'impression d'insister là-dessus alors qu'on se dit: «Ouais, les yeux, c'est beaucoup moins important que l'appareil respiratoire». Soit, mais c'est juste vraiment souvent oublié donc ne l'oubliez pas. Et vous pouvez faire si vous avez accès à des gaz sanguins. Souvent, vous allez avoir une acidose métabolique qui va être hyperlactatémique, donc qui va être marqueur d'hypoxie cellulaire importante. Au niveau de notre prise en charge, on va avoir 4 grands axes. De un, ça va être le maintien de la perméabilité de nos voies respiratoires supérieures, parce qu'on a vu qu'il y avait vraiment de l'obstruction possible, assez importante. De 2, maintenir une bonne ventilation de notre patient, une bonne oxygénation et s'assurer de la stabilité hémodynamique de notre petit patient. Pourquoi l'oxygénothérapie, c'est hyper important? D'une part, on a vu, hein, nos patients, ils sont souvent très, très hypoxiques dans les cas d'incendie et encore plus avec le monoxyde de carbone. La demi-vie de votre monoxyde de carbone va diminuer en fonction de la fraction en oxygène de l'air respiré. C'est-à-dire qu'à l'air ambiant avec une FiE2 de 21 à peu près, la demi-vie de votre monoxyde de carbone, c'est à peu près entre 250 et 300 minutes globalement. Si vous mettez votre patient sous oxygénothérapie, avec une FiO2 de 100 votre demi-vie va diminuer de 40 à 80 minutes. Donc, c'est hyper important de mettre une oxygénothérapie la plus précoce possible et ça, c'est quelque chose qui peut être fait directement sur le terrain, soit parfois donc avec, les équipes de secours. Bon, elles sont souvent affairées avec, les humains, on ne se le cache pas, mais dès que vous avez un petit patient, si par exemple à domicile, vous êtes appelé, pour ce type d'intervention, le mettre l'oxygénothérapie en place, immédiatement, c'est hyper important et la demi-vie de votre, monoxyde de carbone va encore être plus diminuée, si vous mettez avec une FiO2, de 100 dans un environnement, hyper bar. Bon, ça, c'est plus pour la médecine humaine parce que c'est pas des choses auxquelles on a accès en médecine vétérinaire. Juste pour rappel, vous avez différents types d'oxygénothérapie adaptés selon votre patient et sa tolérance. Le flow-by à l'admission, par exemple, quand votre patient vous est amené à l'arrière sur votre table de crash, généralement, donc on le met à 3 à 5 minutes, vous allez généralement avoir une FiO2 attendue de 25 à 40 parce que ça va un petit peu se diluer et se mélanger avec l'air ambiant. Si vous mettez des lunettes, vous avez une FiO2 attendue un peu plus élevée à 50 un masque, pardon. Avec des lunettes, vous pouvez atteindre les 40 à 60 de FiO2. Juste pour rappel, quand vous mettez des lunettes, faites bien attention à ne pas mettre des débits trop importants, pardon. Généralement, vos patients, vous les mettez plutôt à 1 litre par 10 km/min. Ils peuvent tolérer jusqu'à 2 litres par 10 km/min, mais après ça, souvent, c'est très, très mal toléré parce que c'est un air qui reste assez froid, assez sec, qui va beaucoup les déranger. Donc, faites juste attention, si vous avez un petit chien de 5 kilos, ne le mettez pas sur 5 au niveau de votre oxybox parce que sinon, vous allez être très irritant pour ses voies respiratoires supérieures et ça n'a pas d'intérêt. Vous pouvez les mettre, sinon en cage à oxygène. Vous allez avoir une FiO2 aux alentours pareil de 40 à 60 et pour des patients en détresse respiratoire et très hypoxémiques, vous pouvez utiliser alors ça, c'est des choses dont on n'a pas encore accès dans les MUV, dans le sud non plus, mais qu'il y a dans les centres de référé. Puis c'est vraiment pour, information, soit un système, d'oxynothérapie à haut débit avec un air chaud et humide, donc c'est Airvo ou Optiflow, notamment en fonction de celui que vous connaissez, où là, vraiment, vous pouvez mettre des débits beaucoup plus importants, hein. Vous pouvez aller jusqu'à 1 à 2 litres kilo minute, donc 10 fois plus qu'avec vos lunettes et vous pouvez surtout, c'était une FiO2 de 100 pour les premières heures, ce qui est très, très important. On évite, hein, de laisser une FiO2 de 100 pendant plus de 24 heures, sinon vous allez avoir une toxicité à l'oxygène. Mais c'est vraiment cool si votre patient, en a besoin de savoir que ces mesures-là existent, c'est vraiment chouette. Hop, parfait. Vous allez pouvoir, intuber vos patients s'ils en ont besoin, notamment si vraiment il y a des signes d'obstruction sévère des voies respiratoires supérieures ou de détresse respiratoire avec une hypoxie persistante malgré votre oxygénothérapie adaptée. C'est quelque chose qu'il faut retenir. Soyez toujours prêt à devoir intuber votre patient au besoin. Ce qui est bien, c'est quand vous hospitalisez des chiens ou des chats, victimes d'incendie qui ont une détresse respiratoire
à l'admission sans nécessairement avoir besoin d'intubation, c'est d'avoir toujours une petite table d'intubation préparée proche de la cage de votre patient, parce qu'ils pourront en avoir besoin dans les 24-48 premières heures et il faut que vous soyez capable d'intervenir le plus rapidement possible et que tout soit prêt. On ne commence pas à perdre 10 minutes à chercher le laryngoscope au fin fond de la clinique. Donc soyez toujours, anticipés le plus possible. Préparez-vous votre petite table à intubation au besoin et essayez d'utiliser la sonde la plus large possible que vous pouvez, ce qui va vous permettre aussi de pouvoir aspirer les sécrétions avec un petit aspirateur à sécrétion. Au niveau du reste de notre prise en charge, la fluidothérapie va être hyper importante. Donc, bolus au besoin si vous avez un animal en état de choc, c'est surtout un état de choc distributif. Sinon, alors, soyez agressif en cas de brûlure importante, mais faites toujours, toujours attention au risque d'aggravation de votre œdème des voies respiratoires, notamment supérieures. Donc, essayez d'être le plus conservateur possible. Si vous n'avez pas de brûlure importante, si vous n'avez pas d'état de choc, ça ne sert à rien de mettre des débits explosés parce que vous allez vraiment prendre le risque de causer, pardon, d'aggraver un œdème beaucoup plus important de vos voies respiratoires. Donc, faites vraiment attention. On peut utiliser des bronchodilatateurs au besoin. On peut utiliser de l'analgésie parce que c'est des conditions qui peuvent être douloureuses. Vous pouvez utiliser de la sédation au besoin. Évitez potentiellement, si vous le pouvez, le butorphanol, qui est un petit peu suppresseur de la toux. Or, on a besoin que nos animaux toussent. Sur la photo de droite, vous avez ce qu'on peut retrouver dans la toux d'un petit malinois victime d'incendie qui va recracher un petit peu toute sa muqueuse trachéale. Donc, vous avez besoin que votre animal tousse. Si votre animal ne tousse pas, vous prenez le risque de causer une obstruction de vos voies respiratoires avec tout le mucus accumulé dans ces voies respiratoires. Donc, si possible, on évite le butorphanol. Il y a de nouvelles thérapies qui sont décrites, notamment les nébulisations, notamment des nébulisations avec de l'héparine ou du N-acétylcystéine. On va surtout se concentrer là-dessus. Il a été montré que de l'héparine nébulisée, donc vraiment le plus tôt possible et pendant 4 jours post-incendie, améliore la fonction pulmonaire et la survie parce que ça prévient des dépôts de fibrine et donc l'obstruction de vos voies respiratoires. Vous pouvez l'associer donc à un fibrinolytique comme le TPA ou un mucolytique comme le N-acétylcystéine et ça, c'est quelque chose dont on a un accès très facile au N-acétylcystéine et il ne semble pas, en tout cas les études ne montrent pas d'altération de votre coagulation systémique, avec de l'héparine nébulisée. Donc chez des sujets sains, vous avez une très, très faible augmentation de votre PTT qui est non cliniquement significative et pas d'augmentation des saignements chez les patients malades. Donc vous pouvez l'utiliser. Bon, faites juste attention parce que la nébulisation chez des patients ventilés, ça peut augmenter le risque de pneumonie. Mais bon, ça, de toute façon, les patients ventilés, nous, on n'en aura pas. Mais voilà, la nébulisation, c'est quelque chose qui peut se faire très, très facilement et qui peut être très bien pour les voies respiratoires de nos petits patients. Donc, pensez-y, ça peut être vraiment, vraiment cool. Pour le reste, c'est vraiment de la prise en charge classique, donc la gestion des troubles neurologiques si présents, c'est la gestion classique des crises convulsives, donc ça maintenant vous avez, l'habitude. Antibiothérapie et stéroïdes, est-ce qu'on en met? Est-ce qu'on n'en met pas? C'est vraiment pas recommandé. Vraiment l'antibiothérapie, à l'admission sans évidence de source d'infection, ça va juste favoriser l'apparition de résistances qui vont être beaucoup plus problématiques à gérer par la suite. Donc vous la mettez uniquement en cas de signes d'infection secondaire, mais vraiment à l'admission, on évite. Les stéroïdes, ça peut être utilisé quand on a des grosses inflammations de nos voies respiratoires supérieures, mais faites attention parce que ça peut vraiment augmenter le risque de pneumonie et de mortalité. Donc, soyez assez prudents avec l'utilisation de vos stéroïdes. Et ensuite, bah, les soins de support classiques, donc la lubrification oculaire, hyper important. Lubrifiez bien les yeux de vos petits patients tout le temps, la prise en charge des brûlures. Mettez bien un tube naso-œso pour un support nutritif. C'est généralement des petits patients qui ne vont pas manger, notamment les chats qui aiment beaucoup manger avec leur nez. S'ils ont leur nez tout brûlé ou obstrué et ils ne vont plus vouloir manger. Donc, alors j'ai mis naso-œso, mais voilà, c'est possible de plutôt mettre quelque chose d'œso s'il a le nez tout démacié, ça va pas être très agréable. Cathéter urinaire si vous avez un patient non ambulatoire. Toutes ces petites choses-là, c'est vraiment des soins de support qui vont un petit peu accompagner votre prise en charge. Au niveau du pronostic, on a peu d'études en médecine vétérinaire. Les principales études sont quand même en médecine humaine. Généralement, on a quand même un taux de survie qui est assez bon en médecine humaine, de 90 en l'absence de brûlures sévères. En médecine vétérinaire, il y a peu d'études, il y en a 4 principalement avec des résultats un petit peu, enfin qui peuvent être assez différents. On a une mortalité de 8 chiens sur 27 dans une étude, de 1 sur 21 dans une autre, de 2 sur 22 chats dans une autre, ou de 5 sur 11 chiens présentés avec des signes neurologiques, ce qui fait globalement une mortalité allant de 5 à 45 Donc c'est quand même assez variable selon les études. Donc soyez quand même assez prudents à l'admission, dans votre discours avec les propriétaires.
Ne pas oublier qu'il y a des possibles conséquences sur le long terme, hein, tout ce qui va être sténose des voies respiratoires, fibrose pulmonaire, pneumonie récurrente, des signes neuraux. Donc tout ça, c'est également très important pour les propriétaires de le savoir. Donc restez toujours prudent à l'admission, même en l'absence de troubles respiratoires. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une intoxication qui est peu fréquente, mais qui peut rapidement devenir mortelle, ou en tout cas rapidement devenir sévère. Qu'il faut toujours rester prudent considérant l'évolution des lésions et que vraiment vous pouvez avoir un animal qui est apparemment sain à la mission, qui va développer des signes respiratoires sévères dans les 24 à 48 premières heures. Donc recommander l'hospitalisation, c'est toujours conseillé. Et voilà, et vraiment faites vraiment un focus très important sur votre système respiratoire. Soyez le plus, préparé possible parce que les 2 plus grosses, atteintes que vous allez pouvoir rencontrer, à laquelle il va falloir faire face assez rapidement, c'est une obstruction de vos voies respiratoires ou une dégradation, une hypoxie, de plus en plus importante de votre patient en cas d'apparition d'œdème pulmonaire ou de pneumonie secondaire, et un besoin du coup en une oxygénation, un support d'oxygénation plus important. Donc, vraiment soyez toujours prêts et faites toujours attention à ça. Voilà pour un peu nos victimes d'incendie. On s'est vraiment concentré sur la respiration parce que si on commence à parler des brûlures cutanées, on en a, pour, 2 heures supplémentaires. On pourra faire une conf alloca sur les brûlures parce que c'est hyper important. Mais voilà, aujourd'hui, on se focusait vraiment sur la respi. Merci Agathe, c'était hyper intéressant. Parfait. Quelqu'un a des questions? Oui, je suis en voiture, j'espère que c'est pas trop pénible le son, c'est Isabelle. La prise en charge de la douleur, j'imagine que c'est très douloureux, donc méthadone plutôt. Ouais, c'est ça. Là, généralement, oui, c'est des conditions douloureuses. Donc, oui, de la méthadone. Après, si ton patient est encore plus douloureux, tu peux éventuellement mettre du fentanyl. Mais je te dirais que ce qui va être principalement douloureux, c'est si ton patient a des brûlures importantes concomitantes. C'est surtout ça qui fait mal. Mais oui, de la méthadone, c'est très bien. Bupré ou méthadone, honnêtement, sur un animal qui a pas nécessairement de lésions autres que ces lésions respiratoires, oui, ça fait un petit peu mal, mais bupré ou méthadone, c'est très acceptable. Il y a une- Alors oui, la question écrite, oui, sur un animal qui va être en hypoxie sévère et qui tousse et qui va être agité, oui, généralement, il faut que tu le sédates pour l'intuber et à ce moment-là, une fois intubé, tu vas pouvoir aspirer ses sécrétions pour l'aider. Donc oui, qui t'a empêché la toux. En effet, il faut vraiment, quand je disais d'éviter le butorphanol pour éviter de supprimer la toux, c'est sur un animal qui se gère très bien, par exemple avec ses canules ou ses lunettes à oxygène. Si vous avez un animal qui est en hypoxie sévère, en détresse respiratoire sévère ou en obstruction des voies respiratoires supérieures sévères, évidemment, il faut absolument les sédater et les intuber. Et une fois intubés, vous allez pouvoir aspirer les sécrétions. Si vous n'avez pas de petit aspirateur, c'est pas grave. Il y a pas toujours de. Soit vous prenez un petit aspirateur du bloc de Scheer, par exemple, et vous mettez vraiment une succion très faible. Sinon, vous prenez la sonde urinaire ou la sonde d'alimentation la plus large que vous avez avec une seringue. Vous le glissez dans votre tube endotrakéal et vous essayez d'aspirer des sécrétions comme ça. C'est un petit peu moins efficace que l'aspirateur, mais il y a toujours moyen de réussir un petit peu à dégager les voies respiratoires. Pareil, les nébulisations. Alors, si vous avez un petit nébulisateur, c'est mieux, hein. Quand on est équipé de nébulisateur, c'est mieux. Mais sinon, vous faites ça un petit peu, c'est un peu moins efficace. Mais comme les inhalations alors, c'est principalement chez les chats, parce que chez les chiens, ça va être plus compliqué. Mais vous le mettez dans un endroit un peu clos, type sac de transport, de l'eau chaude dans laquelle vous diluez ce que vous voulez diluer, donc soit de soit de l'eau, juste déjà faire des nébulisations d'eau, c'est très bien. Sinon, de l'héparine ou du N-acétylcystéine vous mettez une grosse serviette et on fait un peu comme une inhalation plus qu'une nébulisation. Mais c'est vrai que l'utilisation du nébulisateur, c'est quand même beaucoup mieux. Oui, exactement. En fait, les conseils donnés aux propriétaires et aux pompiers avant transport, c'est effectivement de mettre en place une oxygénothérapie la plus rapide possible. Donc, s'ils le peuvent, c'est vraiment idéal. Euh, L'envelopper dans une serviette humide, oui, pourquoi pas. Si vraiment tu as des brûlures, en effet, le froid notamment va un petit peu aider. Tu peux, c'est juste qu'il faut faire attention parce que si c'est des animaux qui sont retrouvés en décubitus latéral dans le coma, qui ont déjà une tendance à l'hypothermie, tu pourrais aggraver une hypothermie. Donc, donner de l'oxynothérapie complètement, un grand oui. L'entourer d'une serviette humide, pourquoi pas, mais voilà, ça va un peu dépendre de la clinique du patient, parce que je voudrais pas prendre le risque d'aggraver une hypothermie éventuellement présente.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que je peux en profiter pour montrer des photos d'un magnifique cas de fumée comme ça, d'intox à la fumée qu'ils ont eu au SIAMU il y a très peu de temps. C'était un petit York, je crois, de mémoire, qui était resté hospitalisé 4 jours chez son vétérinaire traitant et qui se dégradait vraiment. Ils avaient juste une cage à oxygène, ils n'avaient pas mieux. Du coup, ils l'ont transféré au SIAMU. Il est arrivé complètement cyanosé. Ils l'ont intubé et en fait, il ne parvenait pas à le ventiler quand il était intubé. Ils l'ont passé en endoscopie. Je vais vous montrer. Ça, c'est ces images. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, ouais. C'est les images à l'endoscopie. Donc là, c'est en fait au niveau de la carène avec le départ des grosses bronches. Il y avait vraiment un espèce de magma noirâtre dégoûtant qui était en fait une accumulation de fumée, de tout et de nécrose. Et en fait, donc il a été placé sous ventilation mécanique pendant 36 heures et en fait, il n'arrêtait pas d'obstruer sa sonde. Et à un moment, il a. Attends, je vous partage mon truc. Il a sorti ça, si vous voyez, Ouais, ouais. le petit arbre de poumon. Et en fait, ça, c'est venu avec une des sondes d'intubation. Au moment où il était extubé pour changer la sonde. Et il y a tout ça qui est venu et qui lui obstruait en fait complètement les voies respiratoires. Et une fois que ça s'était sorti, mais il était comme neuf. Et c'était hyper Ouais, c'est fou, hein. impressionnant. Ouais, et souvent, mais c'est ça, hein, ils te toussent, même parfois quand ils sont pas ventilés, parfois ils te toussent, genre le chien, la photo en présentant ça, ils te toussent, ça tracher, c'est assez impressionnant, enfin, c'est un peu dégueu, puis tu fais waouh, mais ouais, ouais, c'est tellement, tellement desquamant, irritant, nécrosant que ouais, ouais, ils toussent, c'est hyper impressionnant. Et ils avaient envoyé ce truc à l'histo d'ailleurs, et c'était essentiellement de la nécrose des voies, enfin des couches superficielles des voies respiratoires, comme tu expliquais dans la physiopathe. Mm. Ouais, c'est ça, c'est généralement. Conseil aux propriétaires en arrivant, en attendant l'arrivée chez le vétérinaire de garde, de garder leurs patients les plus tranquilles possibles, mais malheureusement, un propriétaire ne pourra pas faire grand-chose. Parfois, ça nous fait sourire quand ils disent bah, j'ai ouvert la fenêtre pour qu'il ait un peu plus d'air. L'air de la voiture et l'air de dehors, c'est la même chose, mais c'est OK. Mais il n'y a pas grand-chose que les vétérinaires que les propriétaires peuvent faire, malheureusement. Je vous dirais que c'est si vous êtes appelé sur parfois, je pense qu'à domicile, c'est des choses sur lesquelles vous pourriez être amené à faire. Alors, peut-être pas chez des particuliers, mais si par exemple on a un incendie qui se développe dans un refuge ou autre, j'imagine que vous pouvez être amené, en faisant du domicile, à intervenir sur ces cas-là, parce qu'il va être important, c'est d'oxygéner vos patients le plus tôt possible et assurer un transport assez rapide dans un centre d'urgence. Mais ouais, non, il n'y a pas grand-chose que vous pouvez faire. Il y a des rapports de cas de plusieurs chiens victimes d'un même incendie. Là, Puis là, les photos que je vous ai montrées, c'est une amie qui est à Guelph, en Ontario, là, ils avaient reçu 5 chiens, 5 malinois pris dans un même incendie. Et aucun n'avait besoin de ventilation mécanique. Ils ont tous été sous REVO, mais pas sous ventilation mécanique. Et en post-op, il y en a une qui présentait des pneumonies vraiment très, très récurrentes, et donc qui n'était plus chien de travail maintenant. Mais voilà, donc vraiment faire attention, puisque je ne sais pas si j'ai assez insisté dessus, mais sur le long terme, vous pouvez vraiment avoir des conséquences qui peuvent être assez embêtantes et dont les patients peuvent être assez cliniques. Donc, c'est hyper. En fait, je vous dirais que votre prise en charge, elle est hyper importante. Stabiliser votre patient, c'est sûr, mais aussi votre communication avec les propriétaires va être très, très importante, parce que quand ils vous apportent un animal sain, d'apparence, en disant oh, il y a eu un incendie, mais il va bien, je veux juste faire un check-up. Soyez prudent, dites pas ouais, oh ouais, il va super bien, c'est bon, on est rassuré. Non, non, parce que vraiment, vraiment, l'apparition de lésions secondaires, c'est quelque chose qui peut arriver. Donc, soyez très vigilants par rapport à ça, et sur les conséquences et les répercussions, les séquelles qu'il peut y avoir sur le long terme. Donc, ouais, faites vraiment attention et ayez une discussion la plus carrée possible. Super, merci beaucoup Agathe, c'était vraiment hyper intéressant. S'il n'y a pas d'autres questions, j'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres questions. On va pouvoir souhaiter une bonne journée à tout le monde. Bonne journée! Merci Agathe. De rien. Salut. Salut à Merci. tout le monde.